Bonjour et bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici avec nous et bienvenue à cette nouvelle séance dans cette rencontre économique d'Aix-en-Provence intitulée l'Amérique latine, tournant politique, bouleversement économique. Les dernières années, plusieurs pays comme l'Argentine, le Chili, la Bolivie ou l'Équateur ont basculé à droite lors des élections. Cette année, on a eu aussi des élections en Colombie et le Venezuela a été aussi assez présent dans l'actualité. Ce tournant s'inscrit dans un contexte de crise régionale depuis des années et s'accompagne d'un retour au libéralisme économique et un rapprochement aux États-Unis dans certains pays. Riche en ressources naturelles, mais marquée par des inégalités et l'instabilité politique, l'Amérique latine cherche toujours sa place dans la mondialisation. Cette évolution politique se traduira dans de vraies mutations. Ils permettront de stabiliser l'économie. Les panélistes ils vont nous répondre à toutes ces questions. À mes côtés, je vous présente à Nicolas Albertoni, ancien vice-ministre des Affaires étrangères à Uruguay. Bienvenue. Et on a à côté de lui à Andrés Malamud de l'Institut de Sciences Sociaux de l'Université de Lisbonne. Et on peut saluer également à Héctor Cárdenas Suárez du COMEXI, le Conseil mexicain des relations extérieures et aussi professeur dans l'Université de Berkeley. Bienvenue à tous. Donc, l'ouverture de la session, c'est à l'économiste Natasha Balla. Je vous donne la parole, Natasha, pour nous donner un peu le cadre dans lequel va se dérouler cette discussion. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'introduire par quelques propos cadres cette session sur l'Amérique latine qui est, quand on regarde la littérature économique, qui est un continent quand même avec beaucoup d'hétérogénéité. Donc c'est assez difficile d'avoir un propos très unifiant sur cette région. Ce qu'on peut dire tout de même, et ce sont des choses qu'on retrouve quand on regarde les rapports des grandes institutions internationales, c'est que d'un point de vue économique, c'est un continent qui n'a plus les fragilités qu'on lui connaissait dans les années 80, qui n'est plus un lieu de succession de crises incontrôlées, mais où il y a vraiment la construction d'une résistance, d'une résilience macroéconomique, d'une certaine robustesse, mais avec une performance de croissance qui reste sans doute plus faible que ce que l'économie pourrait être capable de produire. Et donc c'est ce qui fait dire au Fonds monétaire international, par exemple, dans ses dernières évaluations, qu'il y a un cadre de policy qui est assez robuste, mais que la croissance reste faible. Donc c'est une région dont on prévoit le taux de croissance pour l'année en cours en deçà de 2,5%, ce qui est en deçà de ce qu'on voit dans la région asiatique par exemple, et donc pour un développement économique plus allant, ce n'est pas tout à fait suffisant. Ceci étant dit, et je disais une stabilisation du cadre général, et encore une fois je généralise des choses où il y a des observations un peu plus nuancées, mais une inflation qui est quand même dans l'ensemble beaucoup mieux maîtrisée qu'il y a quelques temps de cela, et des déficits extérieurs qui sont eux aussi plus facilement maîtrisés. Alors, évidemment, dans le contexte politique et géopolitique international, la région doit se repositionner. L'évolution de la position, notamment des États-Unis en matière de politique commerciale, de toute évidence, ça a des implications très fortes pour des pays qui, pour certains, sont vraiment les voisins à la proximité la plus proche, comme le Mexique, mais aussi d'autres pays qui sont, pour un continent qui est aussi riche en matières premières, qui doivent se repositionner dans cette opposition États-Unis-Chine et également se repositionner par rapport à d'autres partenaires commerciaux, et en particulier l'Europe. On a beaucoup parlé ici de l'accord Union européenne-Mercosur, en particulier dans ce pays où les choses n'ont pas toujours été très faciles à faire accepter. Donc, si je devais résumer encore en 2 points les enjeux majeurs, il y a un enjeu majeur, et je pense qu'on a les bons interlocuteurs ici, qui est celui de la réforme publique. La réforme publique en matière de transformation des administrations,
et ça je pense que voilà, on aura de quoi en parler, de réforme du système judiciaire, de la justice pénale, de la justice du travail, de la justice fiscale. Une question autour de la soutenabilité budgétaire. Alors évidemment, on a des exemples spectaculaires comme l'Argentine avec des méthodes un peu radicales pour développer un régime budgétaire qui soit soutenable, mais aussi une fiscalité équitable. Donc ça, je pense que c'est un grand sujet dans la gestion de la sphère publique dont on va entendre parler. Et puis, il y a des questions plus stratégiques sur la scène internationale. On a vu émerger, c'est sur le continent qu'on a vu émerger des théories du multi-alignement. Est-ce qu'on reste dans cette sorte de bipolarité, on choisit son camp entre les États-Unis ou d'autres? Que font les pays de taille moyenne dans cette reconfiguration géopolitique? Est-ce qu'on choisit des alliances pour la sécurité, des alliances pour le commerce, pour l'investissement, pour la technologie? Est-ce qu'on doit aller du même côté? Est-ce qu'on peut panacher? Donc c'est ce qu'on appelle aussi le strategic hedging. Comment cette question se pose pour les pays d'Amérique latine? Ça invite aussi une discussion autour des atouts et des difficultés autour de la logique régionale. Qu'est-ce qu'on fait des accords bilatéraux? Est-ce qu'on s'ouvre vers l'Asie? Est-ce qu'on se rapproche de l'Europe? Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là que je pense qu'il est intéressant de positionner le débat politique autour de la droitisation, en fait, de la plupart des régimes politiques, et la reconfiguration géopolitique qui pose l'Amérique latine dans un nouveau positionnement, finalement, dans cette reconfiguration du commerce et des chaînes de valeur internationales. Merci, Natacha. Et c'est sans doute un moment très intéressant où l'Amérique latine affronte beaucoup de défis. On va commencer avec Nicolas Albertoni. Nicolas, vous partez d'un constat assez frappant, c'est que l'Amérique latine est l'une des régions qui comme le plus d'accords et d'organisations d'intégration, mais en revanche, elle reste aussi l'une de celles qui commercent le moins entre elles. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Raquel. First of all, I'm really happy. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais dire merci. Je suis ravie d'avoir un panel sur l'Amérique latine avec des personnes qui vivent vraiment dans la région, parfois qui souffrent des conséquences de la politique dans la région. Donc ça, c'est un bon signal. C'est un signal de qualité du programme et je suis ravie d'être là pour vous parler de ce sujet. La raison de cet état de fait, c'est que nous parlons d'une région qui est si complémentaire avec l'Europe que parfois il est difficile de comprendre la raison pour laquelle, du côté européen, on ne voit pas beaucoup d'attention et on ne comprend pas ce qui se passe en Amérique latine. Pour vous donner quelques idées, pour répondre un peu à votre question, l'Amérique latine aujourd'hui, c'est la seule région où il n'y a pas de conflit interétatique dans le monde. Dans le contexte de guerre, bien sûr, on a tellement de défis à surmonter avec le narcotrafic, la sécurité, enfin, il y en a plein. Mais aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est la seule région où il n'y a pas de conflit interétatique. Et en Atlantique du Sud, c'est la seule région de l'océan du Sud où il n'y a pas de guerre ouverte. Dans le complexe de chaînes de valeur ouvertes et de tous les sujets qu'on va parler, cette information est très importante. C'est tout à fait pertinent. Et puis, 60% des énergies renouvelables, du mix d'énergie dans la région, est un chiffre important aussi pour l'Europe. Et 50% de la diversité dans le monde aussi, de la biodiversité dans le monde, figure aussi dans la région. Et pardon si je vous donne tant de chiffres, mais pour vous montrer à quel point 14% de la production mondiale agroalimentaire se situe aussi en Amérique latine. Donc, il y a un partenariat important à valoriser avec l'Amérique latine, surtout quand on parle de complémentarité. Je ne parle pas seulement de commerce, mais aussi politiquement, en termes de coopération aussi. Donc, comme vous mentionnez, l'Amérique latine, l'économie est très importante parce que je parle aussi de l'hyperinflation, de l'intégration. Il y a 59 projets régionaux, Mercosur est l'un d'entre eux. Il y a
33 régions avec des projets liés au commerce, mais aussi à la politique. Mais on a 33 projets régionaux. Ce n'est pas une question seulement d'institution. Le but, en fait, c'est de se concentrer sur les résultats. Et on a 2 résultats qui montrent qu'on va dans la bonne direction. D'abord, nous sommes la région où il y a le moins de commerce interne. En Europe, c'est plus de 50%. En Afrique, on parle de 20%. En Amérique latine, c'est 14%. Et donc, je reste sur les pourcentages. Et puis, en termes d'investissement, 12% des investissements latino-américains restent en Amérique latine. 12%. Si on compare ça avec le reste du monde, il y a plus de dynamique dans votre propre région que chez nous. Donc, c'est le risque principal que nous devons affronter aujourd'hui. Dans le contexte de chaîne de valeur mondiale, nous avons une région qui a beaucoup d'institutions, qui datent de plusieurs décennies, certaines qui ont commencé au début des années 60, comme ASEAN, comme l'association de libre-échange, mais il n'y a pas de résultats concrets. Et on ne voit pas comment on pourrait être interconnecté, ancré dans cette économie mondiale. Et ça, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle je suis ravie que vous ayez abordé ce sujet d'emblée, parce que quand on parle de la dégradation de la région, ça, c'est le sujet principal. Maintenant, on peut expliquer comment résoudre le problème. S'il y a quelque chose dont on peut commencer à parler pour résoudre le problème, c'est la réglementation, la diversité de la régulation. Et comme Natacha l'a dit, on a parlé de diversité de pays, de cultures. Et dans la région, nous avons des projets qui sont différents, une régulation dans chaque pays. En Europe, il y a une complexité en termes de régulation, mais qu'en est-il en fait de l'Amérique latine où on a 30 initiatives régionales différentes avec des chevauchements et des régulations différentes qui se chevauchent les unes les autres. On va revenir là-dessus plus tard. Un autre sujet pour lequel c'est important, l'Amérique latine pour l'Europe, c'est que nous augmentons les relations bilatérales. Nous venons de conclure l'accord du Mercosur avec des millions de personnes qui sont concernées. Et on parle de 33 pays. Et puis, il y a eu un accord avec le Mexique aussi et l'Union européenne. Donc, les choses se passent en termes de relations interrégionales. Donc, maintenant, on a le contexte, la scène est plantée. Donc, nous pouvons rentrer davantage dans le détail pour expliquer comment nous pouvons résoudre le problème. Merci beaucoup. Alors, la région a été capable d'avoir des accords dans les différents pays. Et vous venez de dire qu'il y a beaucoup de pays, donc c'est un peu difficile parfois de faire que ces accords soient efficaces. Et vous avez été ancien ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quels sont les problèmes principaux, même si vous venez de dire un peu, de nous donner un peu une idée. Et selon votre expérience, qu'est-ce qu'il faudra faire pour réussir à avoir une meilleure intégration? Cette interaction avec l'Europe accrue en termes commerciaux, politiques et coopération aide beaucoup l'Amérique latine. Moi, j'ai été sur le front en matière de négociation pour la conclusion de cet accord Mercosur avec l'Europe. Et je dois dire qu'il y a un résultat positif par rapport à ce qui s'est passé avec Trump. Parce que la raison principale pour laquelle nous avons conclu un accord avec l'Union européenne après 25 ans, c'était Donald Trump. Parce qu'on sait que, ça c'était en décembre 2024, Trump a été élu en novembre. Et il a commencé sa mandature en janvier 2025. Et donc on savait très bien que nous étions complémentaires et qu'il y avait quelque chose à faire. Bon, ceci étant dit, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille pour obtenir un bon produit et pour montrer, nous, en tant que région, qu'on peut arriver à bonne fin. Avec Mercosur, avec l'Union européenne, en interne, on peut faire quelque chose. Avec Mercosur, on envisage aussi un accord avec le Japon. Donc, les choses se passent dans la région.
Et ça, c'est un bon signal que nous lançons au monde. Mais le problème principal que nous rencontrons, c'est que c'est une région très politique. Tout est politisé, vous voyez, en Amérique latine. Il faut comprendre les rouages, la dynamique géopolitique, parce que tous ces accords, et beaucoup d'entre eux, ont du commerce, l'économie dans son intitulé. Mais au bout de quelques années, après avoir été conclus, ils deviennent une dynamique politique. En fait, c'est une union douanière, ce Mercosur. En fait, c'est un marché commun, en fait, lorsqu'on parle de Mercosur. Mais aujourd'hui, on parle davantage de bloc politique, et ce depuis des années, plutôt qu'un bloc économique. Donc, comment investir dans le débat politique? Bon, c'est pas mal si on a au moins un bloc par sujet d'attention. Mais avoir 30 blocs, et beaucoup parlent en même temps de questions politiques, eh bien, c'est une perte de temps en termes d'intégration. Donc, je pourrais mentionner d'autres points en termes de régulation, d'état de droit, de région, mais il y a quelque chose sur lequel on peut commencer, à savoir le nom de l'accord. Il faut se concentrer sur l'aspect économique au détriment de l'aspect politique. Et on peut avoir d'autres blocs. Par exemple, il y a un bloc, pratiquement tous les pays d'Amérique latine manquent de quelque chose. OK. On peut se concentrer sur la politique, oui, mais quand même, on peut avoir une alliance. Il y a l'Alliance Pacifique, il y a Mercosur. Mais par contre, le problème, c'est qu'on passe trop de temps sur la politique au détriment de l'économie. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on reviendra tout à l'heure sur Mercosur. Et je vais donner la parole à Andrés Malamud. Andrés, bienvenue. La région, l'Amérique latine est assez vaste, il y a beaucoup de pays, et vous mettez un peu l'accent sur l'importance de la géographie dans l'économie, en fait. Ça pose un problème, la géographie, ou c'est un avantage? Thank you, Raquel. Merci, Rachel. C'est une question clé, la géographie, parce que les Amériques sont un continent avec un axe vertical, à l'opposé de l'Eurasie, dont l'axe est horizontal. Permettez-moi de passer en revue la balance des pouvoirs, comment ça fonctionne en Amérique latine. Le pouvoir, c'est la capacité de quelqu'un de faire quelque chose à quelqu'un d'autre qu'il ne ferait pas autrement. Parlons des 4 dimensions du pouvoir. D'abord, le bâton pour la politique, ça c'est géographique. La carotte, l'économie. Les idées, la persuasion, ça c'est la culture. Et enfin, les institutions, c'est les règles. Ça c'est la politique. Concernant la politique, l'Amérique latine, c'est la région la plus stable du monde. On pourrait ne pas y croire, mais pensez-y. Il y a 34 pays européens aux Nations Unies, 34. À la Fondation, il y en avait 14. 14 pays en Europe qui sont nés et qui sont morts. Et ils naissent et meurent tout le temps. Même chose en Afrique. 4 pays indépendants en 1945. Et aujourd'hui, on a 51 pays. Pareil, en Amérique latine, eh bien, on a une stabilité. Les frontières ne changent pas. Ça, c'est la stabilité géopolitique. Ça va en contre la sagesse. Et quand on pense à l'Amérique latine, on pense souvent que c'est instable. Et pourtant, d'un point de vue géopolitique, ce n'est pas stable. Ce n'est pas instable. Maintenant, la carotte. C'est un continent sous-développé de manière homogène. Il n'y a pas un seul pays qui soit développé. Pensez-y. Il n'y a pas un seul pays en Europe occidentale qui soit sous-développé. Donc la géographie peut avoir un lien. Même si les économistes pensent aux institutions et ils gagnent des prix Nobel en disant que les institutions sont le moteur le plus important du développement, ce n'est pas vrai. En Europe, il y avait un plan Marshall. Il y a eu l'OTAN.
il y a eu en fait le parapluie de défense, mais nous, on n'avait pas l'OTAN et on n'avait pas de plan Marshall. Et géographiquement, l'Europe était beaucoup plus importante pour les États-Unis que l'Amérique latine. Donc même en matière d'économie, la géographie compte. Troisième point que j'ai déjà mentionné, la culture. L'Amérique latine est une des régions les plus homogènes, pas économiquement nécessairement, pas politiquement, mais culturellement. On parle deux langues principalement qui se comprennent les unes les autres, entre les hispanophones et ceux qui parlent le portugais. On peut se comprendre les uns les autres. On a aussi les mêmes pays colonisateurs, la même religion. Pensez à l'Europe. Pendant des siècles, il y a eu des batailles en matière de religion et tant de langues parlées différentes. Nous, on est beaucoup plus homogènes. On pourrait dire que culturellement, il y a deux régions. Mais dans les Amériques et le monde arabe, on peut voir que ce ne sont pas les plus intégrés. Donc, on ne s'intègre pas régionalement à cause de l'homogénéité. Ce qui pousse, c'est les intérêts communs, la carotte, plus que les idées. Et enfin, la fragmentation politique. Nicolas en parlait auparavant. Le Mexique, il y a les exports aux États-Unis, 80%. Le commerce extérieur se fait à raison de 80% avec les États-Unis. Pour le Brésil, c'est 10%. Ce n'est pas une décision politique, c'est la géographie. Si vous êtes proche des États-Unis, vous faites partie de la sphère d'influence économique. Si vous êtes loin des États-Unis, vous avez une autonomie et il faut chercher d'autres marchés. Donc, ce que Natacha disait auparavant, c'est très important. La division, l'expérience, j'en parlerai auparavant. La droite et la gauche. Et la bascule à droite. Mais le nord et le sud, c'est aussi plus important que droite et gauche. Merci beaucoup, Andrés. Et, vous êtes, même si vous travaillez au Portugal, vous venez de l'Argentine. Que pensez-vous de... Parce qu'on parle ici de la politique et l'influence qui peuvent avoir les changements politiques dans l'économie. Et que pensez-vous de Javier Milei? Dans quel sens C'est une vraie question. Fair question. Alors, je vais parler de Milei, mais avant ça, permettez-moi de présenter l'Argentine d'abord. L'Argentine fait partie de l'Amérique latine. Alors, essayons de penser selon les mêmes dimensions. La géopolitique d'abord. L'Amérique latine, ce n'est pas une région très pertinente. Et l'Argentine n'était pas un pays très pertinent. Qu'est-ce que ça veut dire, la pertinence? Pensez à l'Union européenne. Les États-Unis sont très pertinents pour l'Europe. La Russie importe pour l'Europe, pour des mauvaises raisons. La Chine est très importante pour l'Europe. L'Afrique est très importante pour l'Europe, parce que pour des questions de migration. L'Amérique latine, un ambassadeur du Brésil m'a dit, c'est la région qui est la moins importante pour le monde, pour l'Europe. Est-ce que c'est la même chose pour les États-Unis? Plus ou moins. Au dernier concept stratégique, ils ont dit que l'hémisphère occidental, à savoir dans le passé, de l'Alaska à Tierra Fuego et du Groenland à Tierra Fuego, c'était la première priorité. Et après, il y a l'Asie, après l'Europe. Et en quatrième, le Moyen-Orient. Et en cinquième, l'Afrique. Et ensuite, ils ont pris Maduro. Et donc, ils nous mentaient. L'hémisphère occidental n'est pas forcément la première priorité pour les États-Unis. Donc, Milei pense que l'Argentine peut faire partie des pays qui comptent en Amérique latine, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et dans ce sens, il est très motivé. Il veut faire en sorte que l'Argentine soit au cœur et compte à nouveau. En termes d'opportunités, Milei, à nouveau, il s'oppose à la marée, à la tendance actuelle en matière d'opportunités. L'Amérique latine, dans le passé, était liée à l'Europe au XIXe siècle. Et au XXe siècle, c'est devenu lié plus rapproché, ça s'est rapproché avec les États-Unis, parce que ce soit envahi ou protégé par les États-Unis. Maintenant, au XXIe siècle, le continent le plus important, c'est la Chine. Pardon, c'est pas la Chine, non, c'est pas un continent, c'est l'Asie, pardon. 60% de la population mondiale vit en Asie, et l'Amérique latine produit ce dont l'Asie a besoin, des protéines, l'agroalimentaire, l'énergie, les minéraux. Et Milei le sait.
Et lui, il va à l'encontre de ça. Il a choisi les États-Unis. Il veut s'opposer. En fait, il veut qu'en matière de minéraux, eh bien, on travaille avec les États-Unis. Donc, Milei, il parie sur une option improbable. Troisièmement, la question de la sécurité, le régionalisme. Alors, l'Amérique latine n'est pas très bien organisée, comme Nicolas l'a dit, parce qu'on n'a pas besoin d'être très bien organisé. L'Europe n'est pas la norme. C'est pas, en fait, eux qui nous montrent, en fait, la voie. Nous sommes une exception dans le monde. L'Amérique latine est un peu comme l'Asie ou l'Afrique, finalement. Nous avons des États souverains, et ça, c'est ça qui prévaut, la souveraineté nationale. Mais si on a des problèmes avec des forces mondiales, parce que l'économie est mondiale, le Brésil et l'Argentine en vendent à la Chine, le Mexique vend aux États-Unis, et il n'y a pas beaucoup de commerce réciproque. Mais la sécurité, eh bien, les questions d'insécurité sont connectées. Le commerce est mondial, le crime est local. Et donc, on essaye de créer une passerelle pour se relier aux États-Unis. Il y a la contrebande, il y a le narcotrafic, il y a les armes, et il y a aussi le trafic des personnes humaines. Et ça, c'est transfrontalier. Quand vous avez des frontières qui suscitent des inquiétudes, quand vous avez peur d'être envahi par votre voisin, il faut prendre contrôle. Il faut prendre le contrôle de la frontière. Une fois que la frontière est sous contrôle, en fait, vous la négligez et c'est là où les narcotrafiquants prennent le devant. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Il faut faire attention à la région, même si on doit penser que tout va bien. Et ensuite, l'expérimentation régionale. Milei est peut-être le plus original dans le monde à cet égard. Mais je dirais qu'il y a d'autres choses. Il y a le populisme aussi, qui est aussi une expérience, une expérimentation. Et on a une expérimentation de populisme aussi aux États-Unis. Donc c'est pas nouveau en fait, si on a ça en Argentine. Puis la volatilité. Il a fondé son parti il y a 2 ans avant de prendre le pouvoir. Et donc l'Amérique latine est devenue volatile mais pas autocratique. Les partis changent, les soldats ne gouvernent pas, ne gouvernent plus. On a des démocraties volatiles. Ça, c'est plus important que l'objectif. Et enfin, le libertarianisme. En fait, il dit l'État est une mafia. Et c'est une taupe qui va contre le pays. Et il faut lutter contre ça pour reprendre le contrôle. La 4e expérience, c'est la protection, le protectorat. Pas seulement en Argentine, mais en Amérique latine, peut-être c'est le cas. Il y a le Venezuela. Le Venezuela, c'est venu de la dictature et c'était sous protectorat des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. Et enfin, l'autonomie. On peut faire ce qu'on veut en Amérique latine parce que les États-Unis ne nous envahissent plus, sauf dans le cas du Venezuela. Bon, on espère que ça ne va pas arriver au Mexique. Mais on peut avoir Bolsonaro et Lula, Milei ou Quiroga. Et puis, les États-Unis ne font, même s'ils n'aiment pas ça, ils vont accepter. On a une dépendance économique et on a une autonomie politique. Et Milei en est la preuve. Merci beaucoup, Andrés. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez sur cela, mais on va revenir aux fondamentaux économiques avec Héctor Cárdenas. La Banque mondiale envisage une croissance faible en Amérique latine et cela fait 20 ans que la croissance est un peu décevante en Amérique latine. Et quelles sont les raisons? Parce que même si on a vécu des changements politiques, ça s'est passé l'année dernière, il y a quelques ans, mais ça vient de loin. Donc pourquoi l'Amérique latine, même si la région est capable de faire des accords et pour avoir davantage d'intégration, ne réussit pas à avoir des résultats économiques plus efficaces. Merci Raquel, et merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici. C'est une question à la fois simple et vraiment très compliquée ce que vous me posez. La question, si je me permets de le reformuler, c'est que quel est vraiment le mystère économique de l'Amérique latine aujourd'hui? Parce que ce n'est pas la pauvreté, parce que ça existe ailleurs.
Ce n'est pas l'instabilité, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas tellement d'instabilité, sûrement, et spécialement au point de vue géopolitique. Ce n'est même pas l'inégalité, qui est vraiment, c'est un grand problème de l'Amérique latine. Je crois que le véritable mystère est ailleurs. Et la question, c'est ça, c'est comment est-ce qu'une région qui est dotée d'immenses ressources naturelles, relativement ouverte au commerce international, parce qu'il y a quand même des réseaux d'accords internationaux pour ouvrir le commerce entre l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, l'accord avec le Mexique et d'autres accords que différents pays ont. Par exemple, le Chili a un des réseaux d'accords de libre commerce le plus ample du monde, le Mexique aussi, et d'autres pays comme le Pérou et la Colombie aussi, qui est démocratique dans sa très grande majorité, qui a bénéficié successivement du supercycle des matières premières, non, de l'essor de la mondialisation, de l'intégration commerciale et aujourd'hui du redéploiement géopolitique des chaînes de valeur. Comment est-ce que cette région a pu obtenir des résultats aussi modestes au point de vue économique? Et les chiffres là sont à cet égard implacables. Entre 2015 et 2024, la croissance moyenne n'atteint que 0,9 par an. C'est moins que durant la fameuse décennie perdue des années 80. Peu de régions au monde peuvent dire qu'après 40 ans de réformes, elles croissent plus lentement qu'au plus fort de leur crise la plus profonde de la dette. Deuxième constat. En 1990, la productivité du travail représentait environ 40% de celle des pays de la OCDE, la productivité du travail d'Amérique latine. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 33%. Autrement dit, non seulement nous n'avons pas rattrapé les économies avancées, nous nous en sommes éloignés. Troisième constat, la productivité totale des facteurs. Alors c'est une notion un peu abstraite, économique, qui mesure notre capacité à produire davantage grâce à une meilleure organisation, à de meilleures technologies, de meilleures institutions et davantage d'innovation. Cette productivité totale de facteurs est restée inchangée pendant près de 60 ans en Amérique latine. Et enfin, nous investissons trop peu. L'investissement représente à peine 20% du PIB, contre 35 à 40% dans les économies d'Asie orientale. Nos dépenses de recherche et développement plafonnent autour de 0,7% du PIB. Aucune économie ne peut durablement converger lorsqu'elle investit si peu dans son avenir. Mais attention, ces chiffres ne racontent pas l'histoire de l'Amérique latine. Parce que, je dirais, que l'Amérique latine n'existe pas. Il y a au moins 5 Amériques latines différentes, complètement différentes, avec des enjeux économiques, avec des situations géopolitiques, comme l'a très bien décrit Nicolas, très différentes. Quelles sont ces 5 Amériques latines? Bon, il y a l'Amérique latine, l'Amérique centrale et les Caraïbes les plus performantes. Donc, tu as le Panama, le Costa Rica, la République dominicaine. Ces économies ont bâti leur croissance sur les services, sur la logistique, sur les dispositifs médicaux, le tourisme, parfois même les technologies numériques. Et elles démontrent que des trajectoires de réussite sont possibles lorsque les institutions, l'ouverture et l'investissement avancent de concert. Alors, à l'autre extrémité se trouvent les économies populistes, le Venezuela, le Cuba, le Nicaragua et dans une moindre mesure la Bolivie. Le problème n'y est plus seulement celui de la productivité. Là, c'est désormais celui de l'effondrement même de la capacité productive, non? De la disparition de l'investissement privé et de la perte de crédibilité des institutions. Alors, entre ces deux pôles figurent les économies andines ouvertes, non? Comme le Chili, le Pérou et la Colombie. Leur gestion macroéconomique est souvent plus solide. On ne croirait pas, parce qu'on entend beaucoup de l'instabilité en Colombie et en Pérou,
Mais au fait, c'est des économies qui, malgré tous les problèmes politiques qu'ils ont quand même une performance assez forte. Non? Et leur insertion internationale est réelle. Non? Bien sûr, c'est des petites économies. Non? Et pourtant, elles restent tributaires des matières premières et peinent, elles aussi, à franchir le seuil de la transformation productive. Et puis, il y a le Brésil et le cône sud. Non? L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay en moindre mesure, ce sont des grands marchés intérieurs, non? Avec une tradition industrielle assez forte, des ambitions très légitimes, surtout dans le cas du Brésil, mais aussi une difficulté persistante à concilier compétitivité internationale, protection industrielle et gain de productivité. Et puis, il y a le Mexique. Le Mexique, c'est une économie complètement différente des autres économies d'Amérique latine. C'est une économie profondément intégrée aux chaînes de valeur nord-américaines, devenue l'une des principaux exportateurs manufacturiers du monde, mais dont la croissance demeure étonnamment faible. Alors, juste pour avoir une idée, le commerce, on mentionnait déjà que le commerce du Mexique avec les États-Unis représente 80% des exportations du Mexique. Mais il faut dire, c'est 80% d'un chiffre énorme. C'est-à-dire, les États-Unis et le Mexique commercent presque $1 trillion par an. C'est un chiffre incroyable. Non? C'est la relation commerciale la plus grande du planète entre deux pays. Non? Et le Mexique est désormais, depuis l'année dernière, non seulement le premier fournisseur des États-Unis, mais aussi le premier client des États-Unis. Même plus que la Chine et le Canada, et certainement plus que l'Union européenne. Alors, ce paradoxe du Mexique, c'est peut-être le plus grand paradoxe, parce que c'est un pays extraordinairement inséré dans la mondialisation, mais qui peine toujours à transformer cette insertion en gain durable et productif. Non? Alors, il faut faire attention, parce que le Mexique, c'est aussi deux Mexiques, parce qu'il y a un Mexique au nord, qui a eu une performance vraiment très très forte, et puis un Mexique au sud qui a des problèmes similaires à ce qu'on a vu en Italie pendant des années entre la division entre le sud et le nord. Non? Alors je crois que ça explique peut-être en grande partie cette difficulté des efforts d'intégration régionale que tant Nicolas comme Andrés faisaient référence à elle. Et le Mercosur, par exemple, lui a longtemps privilégié la souveraineté nationale plutôt que l'intégration institutionnelle. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est incroyable, c'est que le Mercosur, les pays du Mercosur avaient un commerce interne entre eux plus grand il y a 20 ans que maintenant. C'est-à-dire l'intégration commerciale réelle a diminué au sein du Mercosur. Non? Et les autres grands projets d'intégration exclusivement latino-américains se sont presque toutes heurtés au même obstacle. Non? Ils dépendent davantage de la convergence politique entre présidents, entre gouvernements à un moment donné, que de règles suffisamment solides pour survivre aux alternances démocratiques. Et surtout, je crois que de substances réelles. Alors, il y a des accords latino-américains qui ont fonctionné assez bien. L'Alliance du Pacifique, qui réunit le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Panama, et le Chili, pardon, a fonctionné très bien. Jusqu'à ce qu'il y a commencé à avoir des bagarres politiques entre le Mexique et le Pérou. Mais jusqu'à ce moment-là, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, ça continue à marcher. Les échanges entre le secteur privé de ces pays-là fonctionnent très bien. Alors, je crois que je suis d'accord que la relation avec l'Europe est une relation essentielle, mais c'est une relation qui n'a pas été prioritaire, ni pour l'Amérique latine, ni pour l'Europe. Mais pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Déjà, on a deux grands accords. L'accord avec le Mexique, on a déjà mentionné ça, je ne vais pas entrer en détail, mais l'accord avec le Mexique, c'est un accord global modernisé et un accord commercial intérimaire. Alors, c'est la deuxième génération. Alors, on a déjà eu un accord qui a été négocié il y a plus de 20 ans,
Et ça, c'est le renouvellement de l'accord, la modernisation de l'accord. Et c'est un grand pari que fait l'Europe de trouver en Mexique un partenaire qui peut aider aux entreprises européennes de se joindre aux chaînes de valeur intégrées d'Amérique du Nord. C'est ça vraiment ce qu'il y a dans cet accord. C'est un accord très différent de l'accord avec le Mercosur, qui vise je dirais une stratégie complètement différente. Alors, là, il y a une promesse. Il y a une promesse considérable. Pour l'Europe, c'est diversifier ses partenaires, c'est sécuriser ses approvisionnements stratégiques, parce que l'Europe ne veut plus dépendre ni de la Chine, ni des États-Unis, et bien sûr pas de la Russie de Poutine, et approfondir les liens avec une région qui finalement est démocratique, qui est occidentale par bien des aspects, presque tous, mais qui est non alignée de façon mécanique. Alors ça c'est très bien pour l'Europe. Et pour l'Amérique latine, ça permet d'attirer des investissements de long terme, monter en gamme, développer des chaînes de valeur verte, moderniser les infrastructures, les services et les normes productives. Mais soyons lucides quand même. Un accord en soi-même ne produit pas automatiquement du développement. Un traité ne crée pas par lui-même de la productivité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer l'ouverture extérieure en capacité productive intérieure. Et ça, c'est quelque chose que l'Amérique latine n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Et si on a le temps, on peut parler un peu de pourquoi c'est arrivé. Mais c'est une histoire complexe. Et je crois qu'en ce moment, il y a une opportunité, mais c'est une ouverture très étroite que les économies de l'Amérique latine, de toutes les 5, surtout, disons, les 3 qui sont les plus compétitives, le Mexique, le Cône Sud et bien sûr les économies indiennes, doivent traverser. Mais c'est une opportunité assez étroite. J'espère que ça marchera, mais on peut parler plus de ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater l'opportunité? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour rater l'opportunité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rater l'opportunité? Il faut continuer à faire la même chose qu'on a fait pendant les derniers 60 ans. C'est-à-dire ne pas faire une réforme à fond de l'État, ne pas faire une réforme à fond du système de justice et ne pas consolider un projet politique qui soit stable, non? Et qui ait une vision et surtout rompre cette connivence qui a existé en Amérique latine entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Parce que là, un des grands problèmes qu'a eu qu'ont les économies latino-américaines, c'est des économies qui sont très fermées à l'intérieur. Vous avez des monopoles, des oligopoles et, très puissants qui ne permettent pas que les petites entreprises innovent, qui ne permettent pas que la concurrence étrangère rentre, non? Et qui ne permettent pas qu'il y ait une mobilisation des facteurs de la production beaucoup plus effectif, non? Et ça fait que vous avez un énorme secteur informel, donc des gens qui travaillent dans la rue, des gens qui travaillent sans investissement, sans technologie, sans formation. Et ce n'est pas comme ça qu'on croit une économie. Donc il faut faire tout le contraire. Il faut faire tout le contraire de ça. Et quelle économie dans la région, à votre avis, celle peut-être à long terme et au-delà de la croissance et de la conjoncture ponctuelle est la plus solide? C'est difficile de savoir. Je crois que le Chili a un très bon modèle. Je crois qu'ils ont fait la plupart des réformes qu'il fallait faire à un moment donné. Ils ont fait ça il y a très longtemps aussi. Je crois que ça, c'est une économie forte, mais c'est une économie petite, non? C'est une petite économie. Sinon, il y a bien sûr les grandes économies, le Brésil, le Mexique, ce sont celles qui ont le plus de possibilités de prendre avantage de ces changements internationaux, mais il faut qu'ils fassent des réformes de fond. Le Mexique n'est pas en train de les faire. Au contraire, le Mexique a reculé dans beaucoup de réformes importantes qui avaient été faites dans les années 2014-2016. Alors maintenant, on a décidé de virer tous les juges et de les remplacer par des juges élus. Alors qu'est-ce que ça fait pour le système de justice? C'est pas fameux, hein? On a décidé de privilégier encore une fois les grands monopoles, tant publics avec la compagnie de pétrole Pemex, la compagnie
d'électricité CFE, et on a détruit pratiquement les investissements dans le secteur énergétique. On ne peut pas faire une économie moderne du 21e siècle de la IA sans énergie qui soit verte, sans énergie qui ait un bas prix, non, on ne peut pas le faire, et qui soit dépendable aussi. Alors, les pays n'ont pas fait ces changements. Le Brésil non plus. Le Brésil aussi oscille entre une politique et une autre politique et n'arrive pas à faire les changements profonds de leur structure économique. Milei est en train de faire un changement profond. Je ne sais pas s'il va y arriver, parce que gouverner l'Argentine, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas donné, non? mais je crois que ce sont les pays qui peuvent vraiment... Alors, les petits pays, le Panama, la Costa Rica, la République dominicaine, ils ont fait beaucoup de travail. Hein? L'Uruguay aussi a une très bonne économie et un très bon système politique et un État qui fonctionne, non? Ok, bon, on va faire un petit tour entre les trois. Si vous, c'est une question un peu compliquée à répondre peut-être, mais si vous devriez choisir une réforme le plus important pour essayer de ne pas rater cette petite chemin dont vous venez de parler, et quelle serait, à votre avis, la plus importante? Vous pouvez commencer, Nicolas. Okay. Bien, très bien. Alors, j'ai écouté mes collègues et j'ai essayé de rassembler tous les éléments sur la base de ce débat. Eh bien, ce que André a dit aujourd'hui, c'est intéressant parce que on est tellement homogène que parfois il n'y a pas d'incitation à être proactif et d'avoir une intégration proactive. Ça, c'est intéressant. Dans le contexte, et d'ailleurs je vais répondre à la question, dans le contexte de la géopolitique, c'était peut-être un problème, mais il faut résoudre le problème dans un contexte géopolitique. Mais dans le contexte de la géoéconomie, c'est un problème qu'il faut résoudre. On n'a pas les incitations pour aller vers l'intégration. Comme je l'ai dit, 70% des échanges mondiaux, aujourd'hui, ce sont des produits intermédiaires. Donc l'interdépendance de l'économie, c'est un fait. Il faut vivre avec ce fait. Et l'Amérique latine n'est pas assez intégrée pour être là-dedans. Dans les années 90, il n'y avait que 40 accords commerciaux. Aujourd'hui, il y en a 600 à l'OMC. Et les gens vous disent « Oh, les accords commerciaux, ça ne compte pas à cause de Trump ». D'accord, mais croyez-moi, si vous avez un accord commercial dans ce contexte, c'est mieux que de rien avoir. Si vous allez à la Maison-Blanche, au moins vous pourrez dire « vous avez signé le document », plutôt que de dire « je n'ai pas d'accord avec vous », pour vous protéger d'une certaine mesure. Donc la nouvelle géographie aujourd'hui est telle que ce n'est plus la géographie que nous connaissions autrefois. Regardez les accords régionaux, par exemple le RCP avec la Chine. Voilà la nouvelle dynamique en jeu, voilà la nouvelle géographie, appelons-la nouvelle géographie. Et on fait la transition entre la géopolitique et la géoéconomie. Alors maintenant je réponds à la question. Une réforme, un programme pour l'intégration latine, c'est l'harmonisation de la réglementation. Parfois, il y a des problèmes entre un pays et un autre en Amérique latine. On ne peut même pas exporter à cause de certaines mesures. Si on regardait la réglementation en Europe, on peut être très créatif, mais nos pays essaient de réglementer leur propre réglementation et en même temps, ils pensent cependant à l'intégration dans l'économie mondiale. Attention à ça. L'harmonisation de la réglementation, il faut travailler là-dessus, c'est complexe, mais il y a déjà un point de départ qui existe, on sait par où commencer ce travail. Faites plus, voilà le régime, la mesure principale à prendre pour l'Amérique latine. Andrés, les recettes habituelles ne fonctionnent pas. Si on fait la même chose que l'Europe, on ne va pas pouvoir se développer. On a besoin de faire un grand saut en avant du point de vue technologique et l'innovation technologique. Monsieur Aznar était au gouvernement de l'Espagne et il a dit l'Europe a déjà perdu la dernière révolution. L'Europe était à la tête de la révolution industrielle
Et c'est comme ça que l'Europe a forgé le monde à sa manière. Mais maintenant, si vous prenez un téléphone moderne, vous verrez que la plupart des applications sur le téléphone sont des applications américaines. Il n'y a que très peu d'applications, peut-être une demi-douzaine, développées en Europe. Allez en Chine, toutes les applications sont chinoises. Donc, l'Amérique latine doit aller plus vite que l'Europe et peut-être les États-Unis ou la Chine. Et ça peut être fait simplement si on travaille à la frontière technologique. L'IA, les centres de données, l'énergie peu onéreuse, pas simplement propre, mais peu chère, et les systèmes de pension. Il faut une révolution des systèmes de pension parce que ça pèse négativement sur nos sociétés. Même pour le Chili, qui est un des cas qui marche le mieux, le Chili en Amérique latine. Leur système de pension s'est effondré. Donc, ils vont à l'avenir avoir des problèmes. Ils doivent innover du point de vue technologique, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut réinventer un avenir qui n'existe pas pour l'instant. Une minute. Non, je suis d'accord qu'il faut aller au-delà des recettes traditionnelles et il faut faire ce grand saut en avant. Mais on a une opportunité, et j'insiste, c'est une opportunité très étroite. L'opportunité va dans le sens de l'intelligence artificielle, je suis tout à fait d'accord avec Andrés. Mais pour réussir à ça, il faut qu'on développe pas seulement l'énergie bon marché et verte, mais il faut aussi qu'on ait un système juridique stable, confiable, et qu'on arrive à augmenter les investissements dans la recherche et le développement. Si on ne fait pas ces investissements, si les pays n'investissent pas beaucoup plus, mais je crois que ce n'est pas une question de peut-être 15%, 20% de plus. Il faut tripler ou quadrupler les investissements dans la recherche et la technologie, pas pour développer nos propres modèles de IA. Ça ne va pas arriver. Ça, c'est pas viable. Mais simplement pour développer toutes les industries qui sont autour de ça, qui sont autour de la IA, qui sont autour des data centers, qui sont autour de l'énergie solaire et les autres énergies non fossiles. Là, on pourrait avoir une route, disons, pour le développement réel. Mais il faut aussi qu'on résoudre nos problèmes sociaux internes, non? Et le problème politique. Et je crois que si on continue dans ce marasme politique en Amérique latine, on va avoir beaucoup de mal à faire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fantastiques opportunités d'investissement. Il y en a. Mais au point de vue global, ça va être très difficile pour l'Amérique latine de réussir cet enjeu. J'espère qu'on le fasse. Et je crois que des gens comme nous, on pressionne toujours, on essaie de dire au gouvernement, il faut que vous fassiez ces changements. Mais ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. On espère qu'on va essayer de réussir. Bon, merci beaucoup. On a plus de temps. Merci à tous les quatre d'avoir venu et merci à tout le monde. Merci.